Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilardon. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans Plume de Doctorant, nous vous proposons un épisode un peu spécial, enregistré depuis Londres, et nous rencontrons Ludivine Brock. Ludivine, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, diplômée de l'université d'Oxford en 2010 pour une thèse portant sur les cheminots français sous l'occupation. Vous enseignez depuis 2014 à l'université de Westminster. Ouais, voilà, c'est ça. Si nous vous recevons aujourd'hui, c'est pour parler avec vous du sujet auquel vous consacrez vos recherches actuellement, qui est le train de la gratitude. Alors vous l'expliquerez plus en détail tout à l'heure, mais pour faire bref, il s'agit d'un train qui a transporté 52 000 objets offerts par la France aux États-Unis à la fin des années 40, qui a ensuite parcouru le pays d'est en ouest. Ce train venant lui-même remercier un autre train envoyé par les États-Unis aux Français en 1947, contenant cette fois des denrées alimentaires et tout cela bénévolement. Peut-être qu'avant d'expliquer en détail ce qu'est ce train, vous pourriez revenir sur la genèse de ce sujet et quels sont les précédents historiographiques qui vous précèdent. Alors moi, je suis tombée sur ce sujet un peu. C'était un peu un moment. Vous savez ces petits moments imprévus aux archives. J'étais aux archives départementales à Toulouse et je faisais des recherches pour finir mon livre. Pour transformer ma thèse en livre sur les cheminots pendant la guerre. Et c'était un après-midi où j'avais trouvé ce que je voulais. Puis je me suis dit je suis là. Je vais regarder un peu ce qu'il y a d'autre dans leurs archives, etc. Et je suis un peu tombée sur un dossier qui s'intitulait le train de l'amitié. Donc, qui est ce fameux train que les Américains ont envoyé en 46-47 aux Français et aux Italiens d'ailleurs aussi, avec de la nourriture en aide humanitaire au peuple européen. Alors ça, j'en avais jamais entendu parler. Je trouvais que le nom était assez curieux. C'est pour ça que j'avais sorti le dossier. D'ailleurs, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai découvert ce train et j'ai trouvé ça très intéressant. J'en avais jamais du tout entendu parler. Ça me semblait être aussi un échange, c'était pas un échange à l'époque, mais un envoi matériel très très important, très coûteux, logistiquement très compliqué et symboliquement important. Donc, je me suis dit, je me concentre sur mon livre, je vais prendre note de ce dossier et puis après je verrai plus tard. Et c'est quelques années plus tard où j'avais un peu ce sujet qui me trottait dans la tête. Ça c'était en 2011 et après j'en avais vraiment, j'étais jamais tombée dessus depuis. Dans toutes mes recherches historiographiques, mes lectures, les séminaires, etc. j'en ai plus jamais entendu parler. Et à un moment, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de faire un article à la base de ce dossier. Il y a ça m'intéressait, donc je voulais un peu faire des investigations un peu plus approfondies. Et c'est là où j'ai découvert en fait un train qui avait été renvoyé en retour, un peu un train miroir qui s'appelait le train de la reconnaissance française au peuple américain, qui a été envoyé en 49, qui a été organisé en 48 et envoyé en 49. Et ce train, pendant longtemps, j'ai voulu faire quelque chose à propos de ces deux trains. D'abord le train d'amitié, puis je me suis dit, en fait, le train de la reconnaissance est quand même assez important. Logistiquement, 52 000 objets ont été envoyés dans 49 wagons, des wagons qui ont été redécorés, des wagons de la Première Guerre qui ont été redécorés, retapés, redécorés et remplis de tous ces objets qui venaient apparemment de tous les Français, tous les Français à cette époque qui avaient fait des dons, qui avaient écrit des lettres, qui avaient fait des cadeaux et qui les avaient envoyés aux Américains. Et chaque État avait reçu un wagon avec ces objets. Donc chaque État, il y a New York, il y a Californie, ça c'est un peu plus, mais il y a l'Oregon, il y a Wisconsin, il y a North Dakota, chaque État avait reçu un wagon avec ces objets français. J'avais trouvé cette réception, l'envoi de tous ces objets et la réception de ces objets sur un espace vraiment immense aux États-Unis, assez impressionnante. Et en fait, j'ai commencé à vouloir faire quelque chose beaucoup plus approfondi, précisément sur le train de la reconnaissance. Je trouvais qu'il y avait matériellement
Il y avait de quoi, parce qu'après il y avait des archives non seulement écrites, mais aussi matérielles d'objets aux États-Unis, dans chaque État. Et donc je me suis dit, là j'ai l'impression que j'ai une histoire culturelle, non seulement culturelle, mais aussi d'émotions, des émotions de l'après-guerre, qui est assez unique. Et justement, j'en avais vraiment pas entendu parler. Alors il y a 1 ou 2 travaux qui le mentionnent en passage, et vraiment en quelques paragraphes, et c'est tout. Et sinon, quand je parlais à des collègues, c'est un peu une nouveauté pour tout le monde. Et c'est un peu une excentricité à la base. C'est une histoire un peu excentrique, un peu drôle, un peu curieuse. Et moi, je pense que quand on va un peu plus loin, quand on creuse un peu plus, c'est une histoire qui parle vraiment du quotidien, des gens, de la diplomatie culturelle, de la matérialité de l'après-guerre, et voilà. Vous évoquiez une source française trouvée aux archives de Toulouse. Avez-vous également mobilisé des sources américaines? Si oui, de quel type s'agit-il? Et comment avez-vous combiné à la fois les sources françaises et les sources trouvées aux États-Unis? En France, il y a la première chose que j'ai faite. Alors moi, je connaissais un peu les archives de la SNCF à ce moment-là. Donc je me suis dit, à la SNCF, qu'est-ce qu'il y a comme archives? En effet, j'en ai trouvé. Aux archives nationales aussi, il y avait des dossiers. À Courneuve, dans les archives diplomatiques, il y avait des dossiers aussi. Donc déjà, du côté français, dans ces grands centres un peu d'archives, on trouvait des dossiers. Pour moi, il y avait aussi un besoin réel d'aller aux États-Unis pour voir les objets. Alors, j'ai commencé... Quand les objets ont été envoyés en début 49, chaque État donc a reçu un wagon et des objets. Alors au début, ils ont montré ces objets en exposition, où ils ont fait des expositions dans des bibliothèques, dans des town halls, enfin dans des endroits publics. Ça a duré quelques semaines. Parfois, ils ont fait des expositions itinérantes aussi, donc qui voyageaient dans l'État, dans des villes qui voulaient montrer un peu de ces objets. Et après, la question c'était qu'est-ce qu'on fait de ces objets maintenant? À un moment, pendant l'organisation, il y avait eu discussion, il faut les mettre en une vente aux enchères. Enfin, on fait des ventes aux enchères sur ces objets français qui viennent Et en fait, les Français ont pas du tout voulu ça. Enfin, très vite, je pense que après, on peut rentrer un peu dans la théorie du cadeau, du don. Mais de rendre un don en après bien commercial, ça change un peu la nature du don. De l'objet en tout cas. Et donc ils ont préféré garder ça en don. Il y en a et c'était au gouverneur de chaque État à décider qui allait recevoir ces objets. Alors parfois les Français avaient voulu envoyer ces objets à des personnes particulières. Parfois ça a été fait, souvent ça a été ignoré. C'est le gouverneur qui aura décidé il y avait une comité aussi de la réception des wagons dans chaque État. Ils ont décidé, ces objets-là iront à l'école. Cette statue, elle sera très bien dans la cour juridique de la ville. C'est le gouverneur qui va le garder parce que c'est très beau et très précieux. Et donc ils ont trouvé un peu différents emplacements pour ces objets, sauf certains gouverneurs qui n'ont pas voulu diviser la collection, qui ont voulu garder la collection ensemble, ou une partie de la collection, aux archives de l'État, dans le musée de l'État. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il y avait certains États qui avaient plus d'objets que d'autres. Donc j'ai un peu fait ma petite recherche pour identifier les États où il y avait des collections qui étaient assez signifiantes, parce qu'il s'agissait pas de faire... moi, je pouvais pas aller faire 50 États financièrement, d'un point de vue financier et logistique et temporel, c'est assez très grand comme projet. Donc j'ai identifié 5 États où il y avait des collections assez significatives, donc entre 100 et 500 objets. Et alors c'était l'Arizona, le Texas, le North Dakota, Nebraska et Nevada. Et il y en avait d'autres, il y avait Caroline du Nord, à New York il y en avait quelques-unes, au Vermont, au Maine, et je m'étais dit je vais en faire 5, je vais regarder 5 États dans l'ouest des États-Unis et 5 États sur la côte est. On va faire un peu une division comme ça. Donc je suis allée sur la côte ouest, surtout dans le Midwest américain en premier. Et je me suis dit, puisque je suis là, il faut vraiment que je fasse le maximum de recherches sur place. Et c'est là où j'ai trouvé... il y avait tellement d'archives sur ces 2 trains.
Alors déjà sur ces 2 trains, dans les archives présidentielles. Alors il y avait les archives, il y avait le Truman Library à Independence, Missouri, où il y avait beaucoup d'archives au sujet de ces trains. Et il y avait au LBJ en Texas aussi des papiers, surtout de Drew Pearson. Et Drew Pearson, c'était l'organisateur du train de l'amitié. Mais c'était un journaliste américain assez controverse qui avait une revue politique nationale très connue qui s'appelait Merry Go Round. Souvent, il aimait bien remettre en question les décisions présidentielles, décisions gouvernementales, etc. Et c'était lui qui avait eu cette idée à la base du train de l'amitié, donc il fallait vraiment que j'aille voir ses archives à lui. Mais aussi, puisqu'il a fait le train de l'amitié, il avait été en charge de réceptionner le train de la reconnaissance. Et donc, il a beaucoup d'archives sur les 2 trains. Donc, je suis allée voir ses archives, je suis allée voir les archives de Truman au Missouri. Je suis allée voir les archives d'État dans chaque État que je suis allée visiter. Et c'est là où on voit qu'il y avait non seulement ces objets matériels, mais aussi beaucoup de correspondances sur la réception du train, énormément de lettres qui avaient été écrites au gouverneur de la part du public, ou à Drew Pearson ou à Truman à ce sujet. Et donc j'ai trouvé vraiment c'était extrêmement riche comme visite. J'ai fait 3 semaines aux États-Unis, 17 archives différentes dans 7 États différents. Et j'ai jamais pu vraiment finir ça parce qu'il y a eu la pandémie après. C'était en 2019, donc après j'étais un peu coincée. Mais ce que j'ai décidé de faire, ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'en fait les archives se répétaient un peu. Donc en fait j'avais fait 5-7 États. Et j'avais peut-être pas besoin d'en faire autant sur la côte Est. Parce que les choses se retrouvaient. Donc j'ai décidé plutôt de saisir l'opportunité de la pandémie pour écrire aux archives départementales françaises et voir s'ils avaient des dossiers sur le train de l'amitié, les trains de la reconnaissance. Et en effet, j'ai eu une dizaine qui m'ont répondu, qui m'ont très gentiment scanné les dossiers. En général, c'est pas des dossiers très gros, mais c'est à chaque fois des dossiers très riches. Donc on voit par exemple dans ces dossiers, c'est un des mythes un peu de ce train, c'est que, d'ailleurs c'est dans le titre, c'est le train de la reconnaissance française au peuple américain. On imagine une histoire entre 2 peuples. Et en tant qu'historien, je pense tout de suite, on soupçonne que c'est pas exactement 2 peuples entiers qui participent à ce train. Enfin, on comprend ça assez vite. C'est pas, aux États-Unis, quand on voit que le train est encore commémoré aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui ont remis en état d'ailleurs les wagons. Et quand ils exposent les wagons, quand ils racontent cette histoire, c'est vraiment une histoire, c'est les Français de chaque coin de la France qui ont donné aux Américains pour les remercier, pour la générosité américaine, pour le sacrifice américain, etc., etc. Et dans les archives françaises, ce qu'on trouve, c'est des lettres, par exemple, à la préfecture en disant, nous, on veut pas participer à ce train. C'est hors de question. Ça sert à quoi? Enfin, les Américains, ils sont très riches. Nous, on n'a rien. Enfin, à quoi bon donner, quoi? À quoi bon donner notre héritage? Eux, ils nous ont bombardés, ils ont détruit notre héritage, notre heritage, plutôt un mot anglais, notre heritage. Alors nous, on va pas encore leur donner ce qu'il y a de beau et bon et de la France aux Américains. Donc c'est des archives très différentes à tous les niveaux où on trouve des échanges entre les ministères, les gouvernements, les États, les gens ordinaires, énormément de revues de presse. Drew Pearson était un journaliste, mais connu, mais aussi il avait, un network incroyable. Enfin, c'était sur Twitter, là, ça explose. C'était vraiment, et quand on voit ça, la correspondance, chaque fois qu'il rentrait dans et pour le train de l'amitié et pour le train de la reconnaissance, il planifie l'arrivée des wagons, le passage des wagons, mais au détail près. Il fait des listes de gens à contacter dès que le train est de passage, des gens de la presse, de l'État, des institutions, des élites, des journalistes. Enfin, c'est vraiment des Hollywood. Enfin, vraiment il était très très connecté et il a réussi à faire exploser cette histoire de façon très impressionnante au niveau médiatique. Donc il y a des petits films, il y a un niveau de il y a des reportages
Ouais, assez très très impressionnant. Donc c'est des sources variées, diverses, géographiquement éparpillées, mais je pense que grâce à quelque part à notre connectivité virtuelle aujourd'hui, une façon de faire les archives un peu différemment, mais qui peut vraiment porter ses fruits. Et justement, ce train de la reconnaissance, est-ce que vous avez trouvé que c'était une spécificité française? Ou est-ce que, par exemple, vous évoquez qu'un train de l'amitié avait été envoyé aussi aux Italiens? Est-ce que les Italiens ont fonctionné de la même façon que la France, à l'inverse? Est-ce qu'il y a d'autres précédents? Alors, ce qui est intéressant, moi, c'est quelque chose qui m'a très vite intéressée, c'était de réfléchir à une idée d'une reconnaissance qui va vraiment au-delà du cas français. Ce qui m'a vraiment intéressée, c'était d'essayer de trouver d'autres moments de reconnaissance. Et en fait, il y avait des choses que moi je savais, je pense en tant qu'historienne, je savais déjà, mais je pense que généralement on comprend bien aussi. Par exemple, la reconnaissance belge aux Américains, aux Anglais après la Première Guerre mondiale. Ça, c'est assez connu. Les Belges ont envoyé des sculptures pour remercier. Il y en a une à Londres ici d'ailleurs. Il y avait après les sacs de farine Hoover qui ont été embroidered. Ils ont fait de la broderie sur ces sacs à farine qui avaient envoyé de la farine avec le Belgian Relief Committee pendant la Première Guerre, et puis après ils ont renvoyé ces sacs de farine avec des belles broderies en remerciant les Américains, etc. Et donc ce genre de geste de remerciement que je trouvais assez intéressant pour moi, et d'ailleurs quand j'étais aux archives aux États-Unis, j'en recherchais, j'en ai retrouvé beaucoup plus des lettres d'enfants, de femmes qui écrivaient aux Américains après la Première Guerre pour les remercier justement, et d'ailleurs qui avaient été traduites et publiées en anglais pour que les Américains en fait puissent le lire. C'est ça l'idée quelque part, c'est que eux voient la reconnaissance des Belges. Et donc justement ces gestes de reconnaissance, et après si on va dans la théorie du don aussi, un don n'est jamais gratuit, un don revient. C'est l'idée de la réciprocité. C'est peut-être un peu tristounet, c'est peut-être un peu triste de dire ça, mais en fait, c'est justement cette réciprocité qui fait le lien social. Parce que le don, à la base, c'est une idée de créer un lien, de créer et renforcer un lien social. Et c'est vraiment ce cycle de donner et de recevoir un remerciement matériel ou immatériel qui permet ce lien social qui est fondamental. Et dans le cas du train de l'amitié, donc le train d'amitié est envoyé en France, mais aussi en Italie. Et après, il y a l'aide humanitaire américaine de manière explose en Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale, donc il va à plusieurs endroits. Et il y aura beaucoup de marques de remerciements. Mais les Italiens, par exemple, ce qu'ils font, c'est ils filment déjà la joie des Italiens à recevoir ces dons de l'amitié des Américains. Ils font un film qu'ils donnent aux Américains. Après, ils leur ont offert quelques statues en remerciement aussi. Enfin, quelque chose d'un peu normal, quoi. Mais 49 wagons avec 52 000 objets qui vont dans chaque État, dans chaque capitale, qui vont à Lincoln, Nebraska. Enfin, Lincoln, Nebraska, c'est pas là où il y avait des expositions itinérantes à la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est vraiment unique. Et d'un point de vue financier, d'un point de vue logistique, c'est une organisation qui est sans précédent. C'est effectivement une entreprise gigantesque. Pourriez-vous nous préciser qui, en France, est à l'initiative de cela et comment, concrètement, ce projet s'est-il organisé? Le train est organisé par deux cheminots, en fait, qui ont des positions de dirigeants dans la SNCF, et qui sont aussi qui ont des rôles importants dans la Fédération nationale des cheminots anciens combattants, qui sont à la tête de justement l'association d'anciens combattants des cheminots du chemin de fer français. Louis Cast et André Picard. Alors, il semblerait que l'idée vient d'André Picard, qui faisait partie aussi des projets culturels et publicitaires de la SNCF. Donc, il y avait un peu peut-être l'habitude l'idée de présenter une certaine version, une vision au public. Et Louis Cast, qui, lui, vraiment dans la correspondance avec les ministères est plus présent.
La première lettre que je trouve en décembre 47 est signée de lui, qui fait partie d'un petit comité. Il y a un petit comité du train de la reconnaissance, et c'est lui qui est en tête, et André Picard est là aussi. Je pense qu'il y a dû avoir beaucoup de discussions entre deux pour vraiment élaborer l'idée du train. Et ce qu'ils vont proposer, c'est qu'ils vont proposer au ministère des Affaires étrangères de justement supporter cette idée, de donner leur OK pour aider à communiquer avec les Américains, à organiser avec la SNCF et avec les préfectures, tout ça, de tout combiner. Et en fait, ça c'est souvent la diplomatie culturelle, c'est assez normal que ça vienne d'une idée de civil, qu'elle a justement, en fait, le fait que ce soit des civils qui sont à la base de l'idée, ça donne au geste une authenticité qui peut pas exister si c'est un geste d'un État à un État, de gouvernement à gouvernement. Quand ça vient du peuple, c'est tout de suite Ça semble plus authentique. Ça semble plus authentique, exactement. Et donc justement, on se demandait comment est-ce que les objets sont sélectionnés. Comment est-ce qu'on sélectionne les donneurs et les objets en eux-mêmes, en fait? Comment est-ce qu'on choisit ces 52 000 objets? Parce que il y en a du nombre. Oui, il y en a du nombre. Et alors, à la base, Louis Casse, dans sa correspondance, l'idée, c'est vraiment, il faut envoyer ce qui est un peu de plus beau et de plus fort de la France, ce qui est le charme des régions. Et là, on pense vraiment à une relation, il faut penser aussi à une nouvelle dynamique entre les États-Unis et la France, de l'après-guerre, qui est celle d'une France quand même très dépendante des États-Unis, ce qui ne fait pas très plaisir. Très dépendante économiquement, militairement et politiquement des États-Unis, mais qui n'a pas non plus perdu l'envie de montrer sa supériorité à elle, une supériorité culturelle, et de retrouver sa grandeur. Et en faisant appel vraiment aux gens de donner ce qu'il y a de plus beau et de plus charmant de la France, qui est le meilleur de la France, en fait. De vos régions, des vases, des céramiques, de la littérature. Vraiment, ce qu'il y a de mieux, c'est chercher à former une certaine idée de la France. Alors les donateurs ne sont pas, au début, l'idée c'est que les gens donnent. Donc après il y a des réseaux, il y a plusieurs réseaux par lesquels ça passe. Les réseaux des associations pour les anciens combattants semblent avoir été contactés beaucoup pour essayer de générer des donations. Et c'est important parce que il y a une rencontre entre les Américains et les Français qui se fait militairement pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y a beaucoup justement de ces associations-là qui vont faire leurs dons, pas seulement au nom du train de l'amitié, mais aussi au nom du moment de la libération pendant la Seconde Guerre mondiale et du moment de la rencontre en 14-18. Plutôt en 18-19 pour vraiment une rencontre avec les Américains, mais ces moments de rencontre militaires vont être très importants. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que 52 000 objets, c'est beaucoup, on est d'accord. Mais c'est peut-être pas tant que ça. Alors déjà, ce chiffre, il pose beaucoup de questions parce que qu'est-ce qu'un objet? Alors est-ce que si moi je fais le don de 10 livres, est-ce que chaque livre compte comme un don? Il y a un seul donateur. Donc ça, il y a une petite question. Ou si je fais donation, par exemple, d'une crèche. Il y a beaucoup de santons de Provence qui ont été envoyés. Quand je fais donation d'une crèche, en fait, il y aura peut-être une douzaine de pièces. Est-ce que chaque pièce est un don, est un objet? Ou est-ce qu'on compte le don en tant que tout? En fait, du point de vue des archives, on ne sait pas comment ils ont compté. Donc, on ne sait pas encore. Moi, j'ai pas trouvé. Donc, je pense qu'il y a une petite méthodologie quantitative qui est assez difficile à cerner dans ces 52 000 objets. À mon avis, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même un peu plus de 500 dons par État. Donc, je pense que ça, c'est peut-être plus réaliste. Mais le train était supposé partir avant Noël 48. Mais en novembre, on voit que les gens qui sont en train de donner en novembre jusqu'en décembre 48. En fait, le train
ne semblent pas avoir eu assez de dons. Et ils font beaucoup de pression à partir de mi-novembre à travers les préfectures pour vraiment essayer de ramener beaucoup plus de dons, pour générer beaucoup plus de dons. Et après, et voilà, donc en fait le train est retardé, il est supposé arriver en fin 48. Et en fait il arrive en début 49. Et ça il y a une tension dans les archives entre les organisateurs français et américains, parce que les Américains avaient tout prévu. Il y avait une cérémonie avec Truman, il y allait avoir une parade à New York, c'était une organisation énorme. Et là, non, il faut retarder. Et en fait, c'est un peu ce problème de donation. Et est-ce que vous pouvez réussir à, justement, par exemple, ces donneurs, est-ce qu'on peut voir combien il y a de donneurs? Justement, par rapport au nombre d'objets, ça permet d'avoir un peu une idée. Et est-ce qu'il y a, par exemple, des départements qui ont plus donné que d'autres? Alors ça, c'est une question très intéressante. Et je pense qu'on peut faire moi, j'ai commencé à faire justement une carte des émotions. Qui est plus reconnaissant? Qui sont les Français les plus reconnaissants? Alors, pour faire vraiment une étude précise, déjà on parle de le chiffre. En général, c'est 6 millions de donneurs. Mais sur quoi c'est basé, ça j'en sais rien. Ce qui est le travail à faire, c'est de retrouver les inventaires de chaque État, parce que les inventaires de ces wagons sont super riches en détails, parce qu'ils donnent jusqu'à l'adresse. Et là, avec l'adresse du donneur, on peut faire vraiment une étude très intéressante. D'où ils viennent. Alors moi, j'ai commencé à en faire sur 3 États. C'est parfois difficile parce qu'on n'a pas toujours les mêmes, dans les inventaires différents, il n'y a pas toujours les mêmes informations. Donc il faut un peu faire sa propre analyse et bien l'expliquer pour comprendre les différents procédés qui nous permettent d'arriver à certaines conclusions. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que c'est surtout des Parisiens. Alors il y a plus de la moitié, presque 2/3 des dons qui viennent des Parisiens. Et en France, il n'y a pas 2/3 de la population qui habite à Paris à ce moment-là. Donc c'est pas proportionnellement aux populations qui sont dans les centres urbains. C'est principalement Paris, Marseille et Lyon. Donc c'est les grands centres urbains. Et après on voit, alors j'ai pas encore fait une étude par département, mais on voit qu'en effet il y a certaines régions où c'est vide pour le moment. Ça c'est que basé sur 3 États, hein, donc ça peut pas non plus être. Mais comme j'ai dit, les archives semblent se répéter pas mal dans les différents États. Donc à mon avis, je pense qu'on pourrait trouver, en rajoutant des inventaires d'autres États, c'est un travail très très long, mais que je compte faire. Mais déjà avec une dizaine d'États, je pense qu'on pourrait avoir une vision beaucoup plus précise. Ce qui est intéressant dans le cas de Paris, c'est qu'après on peut faire une étude sur les arrondissements. Et aussi le type de donateur. Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des écoles? Est-ce que c'est des ministères? Est-ce que c'est des préfectures? Est-ce que c'est des maisons d'édition? Est-ce que c'est Renault? Est-ce que c'est la SNCF? En fait, on trouve beaucoup de compagnies, on trouve beaucoup d'institutions, gouvernementales et non gouvernementales, d'associations, etc., d'écoles, et on trouve aussi des particuliers. Alors au niveau de hommes-femmes, je trouve qu'on peut-être un peu plus de femmes, mais pas disproportionnel. Et on trouve aussi des couples. Alors est-ce que quand on envoie en couple, c'est plus la femme qui envoie ou plus l'homme? Ça, on sait pas. C'est quelque chose qu'on peut pas savoir. Mais quand j'ai fait l'étude sur Paris, en fait, on trouve que c'est surtout dans le centre et dans l'ouest parisien. Alors, il y a des cadeaux il y a des dons qui sont aussi dans le 18e, par exemple, ou certains dans le 11e. Mais c'est vraiment beaucoup centré sur l'ouest de Paris et le centre de Paris. Et là, tout de suite, on retrouve un réseau qui est plutôt d'une classe moyenne ou élevée et urbaine. Et donc là, on voit très bien que ces donneurs ne représentent pas toute la France, que cette culture matérielle représente une certaine France, et pas toute la France. Cela interroge en fait également sur la manière dont les Français ont été au courant, avec des informations qui ont peut-être mieux circulé en ville, cela expliquant les dons plus importants. Exactement. Et je pense quand il y avait peut-être une concentration de population plus dense, c'est plus facile de faire passer le message que justement par les institutions, il passait mieux que par la presse ou la radio, ou par les préfectures, où il passait peut-être moins facilement en fait.
Et est-ce qu'en France, puisque c'est de là que vient le train, est-ce qu'on suit son avancée comme une épopée lointaine, une sorte de feuilleton, ou est-ce qu'au contraire, sa couverture médiatique est plutôt faible et est-ce qu'il suscite plutôt de l'indifférence ? Moi, je trouve qu'on le suit pas tellement. Mais il faut que je continue mes recherches dans les archives de la presse française, mais j'en trouve pas beaucoup. Alors, ça c'est clair que c'est... Après, les Américains, pour eux, ils font bigger and better. Enfin, c'est parades, concerts, Hollywood movie. Enfin, ils font vraiment beaucoup. Enfin, des cérémonies au cimetière militaire, Washington D.C. Enfin, il y a une performance très américanisée un peu dans ce geste qui est pas, je pense culturellement, qui est pas pareil en France. Après, en France, en 49, c'est pas la même chose que les États-Unis aussi. Donc, mais je trouve pas qu'il y ait une suivi aussi intense du tout que aux États-Unis. Ce que je trouve dans la presse communiste, c'est aussi des articles en décourageant la participation au train. Ce qui est peut-être pas si étonnant que ça. Et en fait, il faut aussi savoir que Drew Pearson est un anticommuniste. Il trouve que les États-Unis, Truman ne fait pas son travail parfaitement, qu'il pourrait en faire plus pour éviter l'avancée du communisme justement en France et en Italie, et que c'est que par un geste peuple américain que les Européens vont pouvoir croire en vraiment la supériorité américaine. Donc lui, il a un projet anticommuniste qui est quand même très très fort, et le train de la reconnaissance, jamais explicitement, mais dans plein de détails symboliques, surtout matériels, et même dans les discours entre les rapports entre la France et les États-Unis qui se font autour du train, là c'est très évident qu'il rentre dans un projet de la guerre froide politique. Du coup, moi je arrive sur la question logistique que j'ai laissée tout à l'heure. On se demandait donc, déjà logistiquement, comment est-ce qu'on transporte ces wagons vers les États-Unis? Bon, j'imagine en bateau, comment ils arrivent, on les remet en forme, etc. Combien de temps est-ce qu'ils circulent, du coup, aux États-Unis? Le temps que ça fasse tous les États, que chaque État ait son wagon, on va dire. Et après, vous avez déjà répondu un peu sur la question de la mémoire de ce train dans les Américains, mais encore aujourd'hui, quelle en est la mémoire? Alors, d'un point de vue logistique, les dons semblent pouvaient être donnés en gare. Vous pouvez amener ces dons en gare à la SNCF, et puis la SNCF les transporterait à Paris. Après, il y a une photo absolument sublime où on voit les wagons qui ont été redécorés, il y a le tricolore qui passe à côté, il y a marqué train de reconnaissance française, et puis il sort de la gare Saint-Lazare, et puis c'est le matin, il y a la brume, il y a le brouillard, une photo vraiment très très puissante. Donc en fait, les dons se font là, j'ai l'impression qu'ils sont mis dans les wagons à ce moment-là. Ils sont rassemblés et mis là, ils sont partagés aussi. Alors par exemple, Renault, il donne énormément de voitures, de petites voitures à remonter, et donc chaque État va en recevoir plein. Et en fait, donc on retrouve souvent quand il y a ces dons en exemples multiples, ils les répartissent plus ou moins, j'ai l'impression, ou ils essayent de les répartir. Parfois, ils y arrivent pas. Au Arizona, par exemple, j'ai trouvé, il y a un livre, ils envoient énormément de livres. Il y a un livre sur la France, un peu un livre de tourisme sur la France. Il y a une centaine d'exemplaires en Arizona. Et je l'ai retrouvé dans 2 autres États. Est-ce qu'il y en a eu à chaque fois des centaines d'exemplaires dans chaque... Ça, j'arrive pas à savoir. Mais je pense que néanmoins, ils ont essayé de répartir de manière plus ou moins égale le type de dons qu'ils recevaient. Alors après, c'est amené au Havre et c'est transporté là sur le Magellan, un gros paquebot qui arrive à Weehawken, qui est le port juste en face de Manhattan, le 3 février 1949. Et là, chaque wagon, ils sont levés avec une grue, ils sont transportés, ils sont mis sur des camions. Et là, ils remontent Fifth Avenue à New York, il y a une parade, et après, ils vont être transportés en train. Les trains américains, de toute manière, ça, c'est des wagons de la Première Guerre, donc ils sont plutôt petits. Alors, les Américains vont adorer dire ça.
les petits trains, les petits wagons, des petits Français, avec leurs petits dons. Enfin, le mot little, inconsciemment, ils comprennent bien qu'il y a eu un changement de dynamique, politique dans la transatlantique. Et ils sont transportés. Alors, il y a certains trains qui vont plutôt alors ils vont être dispersés. C'est pas comme s'il y avait un train qui fait tous les États. Les wagons sont divisés entre régions, en fait. Ils vont être déposés au fur et à mesure. Donc, il y a un planning très, très strict. Et il y a un comité français qui accompagne le train, d'ailleurs, et qui lui aussi se divise. Donc, il y en a certains qui vont aller dans le sud, il y en a d'autres qui vont aller dans le nord, il y en a d'autres qui vont dans le Midwest. Et ils accompagnent ce train, et et en général, ils font plusieurs villes. Et ça, c'est pendant 2 semaines. Il y a 2 semaines, entre à peu près le 4-5 février et le 20-25 février, où chaque État va recevoir son wagon. Et puis après, j'ai l'impression qu'ils sont en exposition itinérante ou fixe jusqu'à l'été 49. Et puis après, c'est le temps de remballer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces wagons? Parce qu'ils sont bien jolis, mais ils sont un peu encombrants. Et alors, les dons, on décide, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les gouverneurs qui vont décider ce qu'on va en faire. Et puis, les wagons, il faut les mettre dans un endroit où on peut les mettre. Et parfois, ça va être à côté du musée du musée de l'État. Parfois, ça va être dans le musée de Railway Museum ou dans un musée militaire dans cet État. Et il y en a beaucoup qui vont détériorer, en fait. Très vite, cette histoire, elle va... Sur le coup, les Américains, je pense, sont assez enthousiastes de cette idée. Ils aiment beaucoup. Et puis, en plus, il fait un temps, mais horrible. Il neige partout. Ils ont très, très froid. Et donc, parfois, ça a un effet sur le nombre de personnes qui viennent accueillir le convoi quand il arrive dans la ville, dans la capitale de chaque État. Mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Après, au début des années 50, les relations entre la France et les États-Unis sont un peu moins bonnes. Et et puis les wagons, ils sont un peu oubliés. Il y en a énormément qui vont juste un peu pourrir sur dehors. Ils sont exposés en plus à un temps assez drastique dans certains États des États-Unis. Donc, ils se détériorent assez vite. Et c'est dans les années 80, je trouve, qu'on revoit un renouvellement d'intérêt. Et ça, c'est pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française. Et aussi je crois qu'il y a un projet dans les années 80 autour de la Statue de la Liberté, de commémorer le don de la Statue de la Liberté. Et ils veulent en profiter pour peut-être créer une histoire qui est plus basée sur a state-focused history, une histoire basée sur vraiment leur État. Parce que ces wagons sont intégrés dans une histoire de l'État. Et le don militaire et humanitaire que ces États ont fait. Donc le Nevada, l'Arizona, et puis ils ont des identités très fortes aux États-Unis. Et donc ils commencent à intégrer un peu cette histoire d'État qui est distincte de l'histoire nationale des États-Unis. Et là aujourd'hui, il y a un renouvellement qui est assez intéressant. Beaucoup d'amateurs historiens qui sont fascinés par cette histoire. Alors ils sont souvent liés d'une manière ou d'une autre aux associations de vétérans américains. Il y a une association particulière qui s'appelle The 48th. Alors, eux, ils font partie de la American Legion. Ils faisaient partie de la American Legion, mais c'était une branche spéciale qui était arrivée en France en 18 et qui avait voyagé, des vétérans qui avaient voyagé dans des wagons, 40 hommes, 8 chevaux, qui sont justement ces wagons qui retournent et qui reviennent remplis de dons. Et eux, ils adoptent un peu ces wagons-là, souvent. Ils essaient de récolter des fonds pour les rénover, pour les remettre en état, pour raconter cette histoire au public, parce qu'ils le lient beaucoup à leur histoire des Américains qui sont partis à la guerre en 18. Et c'est vraiment lié aussi autour d'un sentimentalisme militaire américain qui est quand même assez important. J'ai l'impression qu'à l'inverse des États-Unis, cette aventure reste assez méconnue en France encore aujourd'hui. Oui, je pense que je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'en France, on est peut-être moins intéressé de se souvenir de cette reconnaissance que, en fait, quand on pense au cycle du don, la reconnaissance, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet à mettre en valeur le donateur. Et la reconnaissance, c'est quelque chose qui peut être assez humiliant. Recevoir un don peut être assez humiliant, peut être difficile. Dire merci, c'est une question d'honneur, certes. C'est une vertu morale de savoir dire merci. Mais ça n'apporte pas la même gloire sur celui qui a reçu que sur celui qui a donné. Et donc, cette histoire,
elle marche aux États-Unis parce qu'elle met justement en valeur les Américains. Et dans toutes les plaques autour des wagons, c'est vraiment les Français ont été tellement reconnaissants de la générosité et la grandeur américaine. Enfin, c'est une histoire de la... Et un objet aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on pense un peu à l'étude des objets, l'étude matérielle, c'est qu'un objet est muet et ne peut rien dire. On peut y mettre un peu l'histoire qu'on veut. Et donc, à travers ces objets, les Américains arrivent quand même à mettre leur histoire. Et en France, après, il y a quand même beaucoup d'échanges avec les Américains par rapport à la libération. Il y a des cérémonies qui sont tous les ans, des cérémonies pour se commémorer un peu cette amitié franco-américaine qui se fait à un niveau très local, très régional. Mais au point de vue, je pense, national, ça attire moins. Moi, je voulais à la limite que vous reveniez sur vous avez beaucoup évoqué la notion de diplomatie culturelle. Est-ce que pour nos auditeurs, justement, on pourrait revenir dessus? Diplomatie culturelle, c'est le soft power, hein. C'est à travers créer des liens internationaux à travers la culture, donc l'art, la littérature, des échanges intellectuels, académiques. Alors ça se fait entre la France et les États-Unis depuis la fin du 19e siècle. Mais c'est dans des cercles très, très élites. C'est pas à Lincoln, Nebraska qu'on va trouver qu'un intellectuel français va venir raconter ses dernières recherches. Ça se passe à New York, ça se passe en Californie, ça se passe à Chicago, à Detroit, mais vraiment dans des cercles particuliers. Et c'est aussi une diplomatie culturelle franco-américaine qui ne marche pas forcément très bien. Les rapports franco-américains sont les plus efficaces d'un point de vue économique et politique. D'un point de vue culturel, il y a moins en commun. Un étudiant américain au début du XXe siècle a plus de chances d'apprendre l'allemand que d'apprendre le français. Donc il y a plus une affinité culturelle avec l'allemand en général. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est cet échange donc culturel, enfin un échange d'objets, une exposition donc qui prend avec la participation des ministères et du gouvernement et des États, donc tout, on y retrouve un peu les mêmes personnes, les mêmes structures, mais des audiences très très différentes et des objets très différents, parce qu'on trouve des petits santons de Provence, on trouve, oui, il y a des choses qui sont de valeur, mais il y a des poupées, il y a des petits bouts des mouchoirs brodés, il y a ces petites voitures à remonter, il y a des boîtes de jouets avec des jeux de construction, il y a des petites pins, il y a beaucoup d'objets aussi de la Première Guerre mondiale qui ont été faits dans les tranchées. Trench art en anglais, ouais. D'art de tranchée. C'est une matérialité française et un échange diplomatie culturelle qui utilise un peu une nouvelle un nouveau type d'objet. Est-ce que ça s'inscrit pas aussi dans des enjeux profonds qui sont en fait liés aussi à la guerre froide, et justement dans un moment où diplomatiquement les États-Unis cherchent à raccorder la France dans de leur côté, en sachant qu'en plus en France il y a, vous l'avez évoqué, un parti communiste qui est assez fort et qui apparemment cherche à dissuader les gens de donner à ce train. Alors pour la diplomatie culturelle dans les années à partir du milieu des années 40, c'est clair, pour les Américains, il y a deux trucs qui sont très importants, c'est de rebâtir l'Allemagne de l'Ouest et aussi de rebâtir la France économiquement, parce que c'est que si elle est rebâtie économiquement qu'elle pourra être alliée politiquement avec les États-Unis. En fait, ils comprennent les deux choses comme ensemble. Et d'ailleurs, toute cette reconstruction dans l'Europe de l'Ouest coûte très très cher. Et les Américains, le peuple américain, en même temps, lui, ce qu'il entend comme discours en 45, 46, 47, c'est « Nous, il faut qu'on rebâtisse l'Europe. Alors, vous, il faut que vous serrez la ceinture. Vous essayez de manger moins de viande. On fait plus de rationnement. On fait plus attention. Parce que nous, il faut qu'on donne à l'Europe de l'Ouest pour qu'elle se rebâtisse. » Alors, les Américains ne comprennent pas. Ils sont furieux. C'est normal. Enfin, c'est un discours qui, je pense, ne plaît pas énormément à tout le monde. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire à donner? On leur a déjà tellement donné, nous, nos fils, nos pères, nos frères sont déjà morts en Europe. Et en plus, ils nous disent jamais merci. Ils sont les ungrateful, ça c'est déjà dans le vocabulaire américain, les ungrateful French surtout. Les Français ingrats, De Gaulle il est insupportable, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on donnerait? Et en fait, l'idée de Pearson, c'est de rallier le peuple américain au plan Marshall.
C'est vraiment pour que eux, les Américains, soient plus en support de cette aide humanitaire, économique et politique à l'Europe que qu'il fait le train de l'amitié. Et c'est pour ça aussi qu'il organise ce train de la reconnaissance aussi visuellement. C'est pour montrer aux Américains que les Français, ils remercient. Parce qu'il y a un train, et d'ailleurs Pearson en parle en 47, il y a un train, il y a un paquebot russe qui arrive à Marseille en avril 46 et où les Français organisent une petite célébration et avec concerts, petites festivités, etc. locales au port de Marseille. Et Pearson dit, attends, on remercie, ils organisent des remerciements pour les Russes et il faut qu'ils remercient les États-Unis de manière visible. Et voilà. Et les Français, de leur côté aussi. Je pense que les Français qui participent à ce train, pour beaucoup, d'un point de vue politique, sont plutôt chrétiens-démocrates et qui veulent un rapprochement avec les États-Unis. Et ça se voit aussi dans les objets qu'ils envoient. Par exemple, ils envoient énormément d'objets qui symbolisent cette amitié franco-américaine qu'ils essaient d'enraciner dans des principes de liberté, égalité, justice, la République. On a été ensemble pendant la Révolution. On vous a donné la statue de la liberté. On est les mêmes, en fait. On pense les mêmes choses. On a les mêmes... Et dans tous les discours, c'est ça. C'est autour des valeurs politiques, nous sommes les mêmes. Tous ces rappels. Il y a beaucoup de photos de Lafayette, par exemple, qui sont renvoyées aux États-Unis pour... Ah, mais on vous a aidé pendant la Révolution américaine avec nos principes et nos valeurs et on est la même chose. Donc, je sais pas si ça a trop répondu à... Si. On voit qu'il y a donc plein d'enjeux, que ce soit diplomatique ou mémoriel autour de ce train. Ouais. Donc, pour terminer, une dernière question. Est-ce que vous projetez peut-être une publication à la suite de ce travail de recherche? Et combien de temps vous donnez-vous peut-être encore si vous avez une deadline ou pas du tout? Ouais, alors j'ai plusieurs projets de publication. Là, j'en ai peut-être trois qui sortent. J'ai deux... en fait, ça m'a permis de faire des travaux collectifs. Un sur la culture matérielle et un sur française et un sur le principe de la reconnaissance dans les relations transatlantiques. Et donc, je publie dans ces deux projets et que j'ai découvert des collègues. Enfin, c'est vraiment super. On a fait beaucoup sur de longues périodes. On a échangé dans des workshops surtout virtuels en 2020-2021. Et après aussi un peu avec des collègues en international relations, justement à travers de cette idée de diplomatie culturelle et de politique des émotions qu'on voit émerger dans ce cas de reconnaissance d'après-guerre. Mais après, sinon, j'ai aussi un projet de publication pour juste ce train, plus précisément, un livre qui s'appellerait peut-être Merci. Je pense que les maisons d'édition, ils aiment bien les titres à un mot. Mais voilà, mais ça, c'est pour peut-être dans 3 ans. Il faut avoir le temps entre tout ça. Eh ben, on aura hâte de lire ce projet qui est riche en questionnements, en tout cas, et en apports. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plume de Doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Estémé. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.